Il a plus de 30 ans de carrière derrière lui. C'est un ingénieur forestier, bien sûr, euh, qui évolue dans le monde de la consultation. Euh, mais sa grande force, c'est que c'est aussi un propriétaire forestier. Il possède des terres dans 3 MRC du Bas-Saint-Laurent. Il est membre de 3 organismes de gestion en commun. Et je pense qu'aujourd'hui, il va s'appliquer à nous faire partager sa perception du propriétaire investisseur. Et je suis un peu intrigué. Et ce faisant, il va répondre à une préoccupation pour laquelle M. Lanois a bien mis la table ce matin. Euh, Rentabilité économique et choix d'aménagement. Euh, Comment on peut faire le lien, en particulier du point de vue d'un propriétaire forestier initié? François, la parole est à toi. Un, deux. Là, ça fonctionne. Ok, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Je vous ai regardé, je vous ai posé la question. Il n'y a pas personne qui m'a dit que ça fonctionnait pas. Je vais me méfier de vous autres. Euh, donc, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir cet éclairage-là, puis je vous livre le fruit de mes analyses. D'abord, je vais vous entretenir sur le contexte forestier. Vous allez voir que le contexte forestier est très important quand on y fait des analyses économiques. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place pour une approche mur à mur. Je vais vous parler de constats économiques, notamment ceux que j'ai faits à travers mes études, et conséquemment des choix d'aménagement que j'ai faits comme propriétaire. Il faut que j'active ça, il ne faut pas que j'oublie. La forêt du Bas-Saint-Laurent, ben, c'est une forêt qui est habitée. Elle a été pour le moins colonisée. C'est pas étranger au fait que la forêt privée au Bas-Saint-Laurent, c'est à peu près 50% du territoire. À l'époque de la colonisation, ben, on voit ici sur, excusez, je vais peser sur le mauvais piton. On demandait tout simplement, les colons demandaient tout simplement un permis pour faire des feux d'abattis. C'est comme ça qu'on défrichait. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, les maudits colons ont échappé pas mal de feux. On voit ici la résultante, beaucoup de feux forêts qui ont été échappés. On a les cantons dévastés par le feu à l'arrière de Rimouski en 1938, très grand feu. Esprit Saint en 1942, des feux à perte de vue. Matapédia un peu plus tôt en 1875. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à une abondance de peuplement mature à dominance de feuillus intolérants, principalement de peupliers fautrants. C'est ce que ça donne. Aujourd'hui, donc, un couvert dominant de trame, un sous-étage systématique de résineux. Des conditions de récolte qui ne sont pas évidentes, surtout dans le contexte où on n'a plus d'aide financière au programme régulier à coupe de succession. Ça, c'est la face que faisait mon entrepreneur il y a 2 ans quand j'allais faire visiter mes traitements. Maintenant, depuis qu'on n'a plus d'aide, parce qu'à l'époque, on avait une aide, il ne retourne plus mes appels. Je suis pas capable de, je suis pas capable de le contacter. Mais je n'abandonne pas. Je ne laisserai pas aller ces peuplements-là à ces naissances. Donc, vue des airs, c'est ce que ça donne. Une forêt essentiellement feuillue au premier coup d'œil, mais dès la chute des feuilles, beaucoup de résineux sous couvert. Ça s'inscrit dans la dynamique de succession végétale. Si vous survolez le Bas-Saint-Laurent, vous allez voir ça. C'est omniprésent en forêt privée. Donc, depuis l'abandon des phytocides, on doit chez nous, partout ailleurs au Québec, dégager notre régénération avec des scies, avec des débroussailleuses
Et avec le défi aussi de trouver des opérateurs, parce qu'on a un sérieux problème de main-d'œuvre qui a tendance à s'accentuer, qui n'est pas juste dans les usines, qui est aussi en forêt. Il faut souligner que la richesse de nos sites, la dynamique végétale, se compare très bien à celle de notre voisin immédiat, qui est le Nouveau-Brunswick, qui, eux, utilisent abondamment les phytocides. Le débat sur son utilisation là-bas est probablement plus actif que jamais. Je vous dirais qu'ils n'ont pas encore gagné le cause. C'est pas acquis qu'ils vont être capables de le maintenir dans le futur. Mais au moins, je vous dirais que les pro-utilisations de phytocides sont sur la place publique. Le débat se fait. Ils se tiennent debout. Comportement qui, à mon avis, on n'a pas eu au Québec. Parmi ce qu'on pouvait lire dans le journal de l'Acadie Nouvelle l'automne dernier, bon, selon un scientifique retraité, les rendements de croissance des forêts sont 2,5 fois moins élevés au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. Pas sûr, ça dépend à quel territoire on se compare. Et encadré en rouge, les forêts du Nouveau-Brunswick sont les plus productives au pays, en partie grâce à l'utilisation disciplinée d'outils de gestion comme l'herbicide pour contrôler la végétation. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, les constats qui ne devraient pas nous surprendre, c'est la dynamique bien installée de l'enfeuillement. Vous avez là 40 ans d'évolution, du premier au quatrième décennal, pour la première appellation de peuplement, la plus simple à interpréter. C'est-tu mélangé? C'est-tu résineux ou c'est feuillu? Le résineux en vert foncé, le mélangé en vert pâle, et les feuillus encore en vert plus pâle. La tendance est donc à l'inverse des attributs de la forêt naturelle. On sait être beaucoup plus résineux. Je vous dirais que les relevés d'arpentage primitifs en font foi. Il y avait beaucoup plus d'épinettes, beaucoup plus de résineux, beaucoup plus de cèdres dans la forêt précoloniale. L'orignal, c'est sûr, lui, il s'en plaint pas. Il ne mange pas d'épinettes. C'est pas étranger au fait qu'au Bas-Saint-Laurent, depuis plusieurs années, comme la Gaspésie, on est les régions où on se prélève le plus d'orignaux. Et encore cette année, on a battu des records. Donc, à moins d'un retour à l'utilisation des phytocides, et je dirais de leur utilisation abusive, ce qui n'existera pas, on ne réussira pas au Bas-Saint-Laurent à renverser cette tendance. À moins de changements importants dans les stratégies d'aménagement, je vais vous présenter quelques options. On peut bien parler d'aménagement écosystémique, mais il ne faut pas être trop optimiste ces attentes. Heureusement, fort heureusement pour le producteur forestier que je suis, on trouve en région des preneurs pour toutes les essences et toutes les qualités. C'est une situation exceptionnelle. On ne trouve pas l'équivalent ailleurs au Québec et on s'en réjouit. Vous avez là toute cette structure industrielle, des valorisations à la pâte, au rendement, à la composante, aux palettes, aux bois de grade, au charbon, aux panneaux, au carton. Retenez l'importance du panier de produits. Et c'est sûr que quand on compare à celui du résineux, il est légèrement différent. C'est que dans le cas du résineux, on est surtout dans le bois d'œuvre. Je vous donnerai à titre d'exemple, on a des surplus de copeaux résineux un peu partout au Québec. On en a au Bas-Saint-Laurent. On est obligé d'exporter une partie de nos copeaux en Turquie à des taux qui restent aux propriétaires, qui sont 2 fois moins élevés que le prix de vente des copeaux de 30 des scieurs en région. Ça vous donne une idée du panier de produits, de la valeur du panier de produits. Excusez. Donc, cette structure-là industrielle est caractérisée par beaucoup de synergies. D'abord, à l'aménagement et à la mise en valeur de beaucoup de peuplements mélangés. Et ensuite, à la transformation de ces feuillus-là, avec beaucoup de synergie. Il existe beaucoup de synergie entre les scieurs de tremble et les consommateurs de sous-produits. Il faut aussi souligner que les producteurs et leurs représentants syndicaux, que sont les syndicats ISOGC, ils ne sont pas beaucoup dans le développement de cette structure industrielle.
Il faut dire qu'on était jadis aux prises avec beaucoup, reculons, il y a 35-40 ans, avant le déploiement de cette structure industrielle, on avait beaucoup de peuplements qui enclavaient des résineux, qui étaient à l'époque sollicités, beaucoup de trembles, et les producteurs n'ont pas eu d'autre choix s'ils voulaient trouver des débouchés pour être capables d'exploiter leur forêt et réaliser des stratégies d'aménagement, de s'impliquer directement dans la transformation du bois. Aujourd'hui encore, je vous dirais que 2 OGC, qui sont maintenant une seule, la Société d'exploitation des ressources de la Neigette et celle de la Métis, qui sont propriétaires uniques de 2 usines de sciage qui valorisent les feuilles intolérants, Série Saint-Fabien et Série Sirdam, alors que le groupe Témiscouata est actionnaire de 2 usines, groupe NBG et BG qui sont dans le flux. Il y a aussi une coopérative de travailleurs, la coopérative Facial Matapédia, qui est propriétaire de Bois CFM. Transforme aussi principalement le papier foin. C'est ça. Ce qui vous est présenté, c'est d'abord l'étude des prix du bois, de l'étude de 2008. Ensuite, vous avez là ceux de 2009. Qui étaient rendus à l'époque, en 2009, presque équivalent pour le tram. On avait presque le même prix pour du tram qu'on avait pour du résineux. C'était 90% du prix. Maintenant, je vous dirais qu'en 2013, quand j'ai fait cette présentation-là dans le cadre d'un colloque de l'ordre, on était à peu près équivalence en termes de prix. Aujourd'hui, vous avez le résultat de mes 2 derniers voyages quand j'ai fermé mes chantiers. Pour du épier de trame et du épier de résineux, je suis à 93,6% du prix. Donc, un prix quasi équivalent. Le constat, c'est que les prix ont très peu évolué depuis 10 ans. Et je dirais qu'au rythme où ça évolue, ça risque d'être à peu près la même chose dans 10 ans. Et dans plusieurs cas, comme le mien, le prix du bois est presque équivalent pour le sapin épinette versus le tram. Une légère plus-value pour du bois plus long, mais vous allez voir tantôt, difficile de compenser l'effet du temps. Parce que produire du bois plus gros, c'est plus long. Et en économie, le temps, c'est de l'argent. Et l'autre point, c'est ça. Très faible plus-value pour le gros bois. Parenthèse importante sur le niveau sociétal. Celui de ce qu'on appelle la valeur résiduelle de bois sur pied. À la question posée, que s'est posée le ministère, quelle est la valeur d'un mètre cube de bois pour la société en 2008? Le ministère donnait la réponse qui est indiquée au tableau. Ça se calcule comment, la valeur résiduelle? On prend la valeur d'un panier de produits moyen par essence. Je vous ai présenté tantôt le panier de produits qu'on a au Bas-Saint-Laurent pour les feuilles intolérants. Ce qui nous manque essentiellement, qui est un joueur important pour le tram, c'est l'OSB. On considère une consommation moyenne de bois par essence et type d'essence pour une structure industrielle moyenne, données que le ministère a. On soustrait des coûts moyens de transformation et de transport au marché pour en conclure une valeur résiduelle de bois empilé dans la cour d'usine, incluant les profits. Notion bien importante, on inclut les profits dans ces analyses. Ce qu'on trouve donc, 92$ du mètre cube pour du 30 versus tout près de 60 pour du sapin épinette. C'est presque 50% plus élevé. Ce que ces chiffres nous disent, c'est que lorsque présente dans une région, la structure industrielle qui valorise le 30 est plus profitable par mètre cube transformé, on s'entend, que celle qui valorise les résineux. C'est sûr que les résineux transforment beaucoup plus de bois que le 30. Globalement, ils génèrent plus de bénéfices. Mais par mètre cube transformé, c'est plus profitable avec le 30. Moi, comme propriétaire, là où c'est important, moi, je ne produis pas des dizaines de milliers de mètres cubes. Je vous dirais que quand je produis du bois pour les usines de résineux, je suis un producteur parmi tant d'autres. Alors que dans le 30, il m'est arrivé que des usines m'appellent pour me demander de produire du 30. J'en profite de passer mes messages, augmenter les prix, soyez moins sévères sur le mesurage, mais c'est une relation que je ne déteste pas puis qui finit par peser dans mes choix d'aménagement.
Produire du plus gros bois. Pourquoi les zen ne payent pas plus cher pour des plus gros diamants, que ce soit du tremble ou du résinu de sciage? Je parle pas, c'est sûr que je ne suis pas dans le bois franc, je ne suis pas dans le merisier, puis on n'est pas dans le sciage pour du bois d'œuvre. Quand je dis bois d'œuvre, du bois fait des meubles, des planchers, etc. Parce que les paniers de produits n'est pas constitué de pièces larges. De moins en moins, aujourd'hui, c'est un marché que le bois d'ingénierie couvre beaucoup mieux parce qu'il est plus stable. Donc, on ne fait plus nos planchers. Quand on construit une maison, on va prendre des poutres en I, des poutres lamelées collées. Bref, on utilise beaucoup moins de pièces larges qu'avant. C'est sûr, cependant, que les usines de Random, celles qui utilisent des bois plus longs, vont donner une surprime pour du bois plus long, mais pas nécessairement plus gros. Parce que les diamètres minimums d'achat qui affichent restent les mêmes, à peu près 5-6 pouces. Et ça, en économie, c'est important. Vous allez le voir. Produire du bois plus gros, c'est plus long. Puis en économie, le temps, c'est de l'argent. Aussi parce que le rendement en usine est équivalent, voire diminué, avec des diamètres plus élevés. Je m'explique. Les machines aujourd'hui sont optimisées, s'il y en a qui sont en transformation du bois, sont optimisées pour des diamètres moyens. On est dans le 6 à 12 pouces au fait. On va passer vite sur la prochaine étape. Ça, c'est des profils de débitage, de projets sur lesquels je travaille. Dans le cas d'une machine à Cantor 4 faces, elle va prendre des billes, 3-4 pouces de diamètre, jusqu'à 21 pouces. Par contre, les canteurs ne s'ouvrent pas plus que 12 pouces. Donc, mon cant à 12 pouces, la balance fait des copeaux. C'est sûr que je n'ai pas beaucoup de billes très grosses. J'en ai pas assez pour justifier l'ajout d'une ligne de sciage à plusieurs millions de dollars. Donc, quand j'arrive avec du gros bois, j'ai un moins bon rendement au sciage. Comme c'est le cas aussi quand j'arrive avec des bois plus petits. Le reboisement au Bas-Saint-Laurent, ben, notamment durant l'introduction de l'utilisation des phytocides, le reboisement est laborieux et coûte relativement cher. On parle d'un premier entretien systématiquement dans tous les cas, d'un deuxième entretien dans plusieurs cas, d'un éclairci commercial, pré-commercial de plantation dans d'autres cas. Donc, ça cumule beaucoup de coûts. Ceux qui sont présentés là sont ceux qui ont été utilisés dans l'étude de 2008, qui ont été actualisés ou futurisés, je dirais, 10 ans plus tard, au moment du début de la simulation. Donc, on compare. On parle de 5600 pièces l'hectare si j'inclus les coûts de production de plants et 6000 pièces l'hectare si je les exclus. C'est sûr, quand on introduit ces coûts-là dans un modèle économique pour du résineux qui est long à produire, il ne faut pas se surprendre des résultats. Autre point, en partie pour ce que j'ai mentionné et ce qui me reste à vous présenter, la forêt privée du Bas-Saint-Laurent a connu des baisses importantes du reboisement au cours des 10 dernières années. Autre aspect qu'il faut absolument que je vous mentionne, c'est l'accroissement de la valeur des boisiers privés. Ça, c'est sans même couper de bois ou les aménager. On parle, dans l'encadré en rouge, d'un bond de 242 en 15 ans. Ça, c'est l'Estrie. Il y a une moyenne québécoise de presque 160 en 15 ans. Je le répète, c'est sans même couper de bois ou les aménager. Je dirais qu'il y a une période où les rendements moyens pour l'accroissement de la valeur des lots étaient de l'ordre de 15 C'était le meilleur placement qu'on ne pouvait pas trouver. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on est dans l'ordre probablement de 6 à 7 selon moi. Et un rendement potentiel additionnel de l'ordre de 3 si tu coupes du bois puis tu le fais intelligemment. C'est-à-dire sans compromettre mon potentiel de chasse à l'orignal. On est dans une région, je vous le répète, où la chasse à l'orignal est très populaire, sans compromettre mon potentiel de villégiature et sans compromettre aussi la possibilité de faire du bois de chauffage. Parce que c'est ça qui se passe actuellement. Ceux qui font monter les prix sont très souvent des chasseurs ou des villégiateurs investisseurs qui ont compris qu'on peut personnellement et financièrement jouir d'une propriété privée, d'un lot à bois, ce qu'on ne fait pas avec des actions ou des obligations. C'est
non seulement un meilleur rendement, mais en plus, c'est un peu comme une valeur refuge, parce que, un peu comme certains investissent dans l'or parce que c'est une valeur refuge, des lots à bois, les prix ne baissent pas. Donc, ces gens-là réussissent ces marchés et créent des surenchères importantes. C'est quand même, moi je suis obligé d'en tenir compte comme propriétaire, c'est eux autres qui vont reconnaître la valeur de ma propriété. Fait que si j'arrive et je coupe en cave, puis je compromets ce potentiel-là, je vais peut-être changer 4,30 sous pour une pièce. Vous comprenez? Mon 2-3 je peux l'avoir perdu. C'est une dynamique bien importante qu'on a tendance à oublier. Moi, je vous dirais que sans le rendement que je viens de vous présenter là, je n'aurais pas acheté des lots à bois pour juste produire du bois et penser que je vais payer mon hypothèque avec ça. Les lots sont rendus trop chers. Le prix du bois est pas assez élevé. Puis produire du bois, ben, c'est trop. Vous avez là un exemple d'une approche que je considère être profitable. C'est un copier-coller d'une annonce Kijiji où je offrais certains territoires à chasse à l'ornial. Ça, c'est l'autre Saint-Marcelin. C'est tout près de la ZEC Bas-Saint-Laurent, des meilleurs territoires pour la chasse. Donc, des petites coupes, je protège mes lacs, je protège mes baies de foin. Puis je vous dirais que celui-là, j'ai arrêté tout ça quand les chasseurs sont allés tuer un ornial là, pendant que je suis à côté de ma propriété. Un ornial qui s'en est sur le corps de mon voisin qui était assis dans sa cache. Fait que ça a été tout un chiard. Fait que depuis ce temps-là, je ne loue plus de territoire pour la chasse à l'ornial, même s'ils sont très recherchés. Je vous dirais que je fais plus souvent la chasse aux chasseurs squatteurs, puis j'essaie de protéger mon intégrité physique quand je fais ça. Il y a même, pour une petite anecdote, il y en a même un qui a eu le culot de construire un chalet, un camp de chasse, sur un de mes lots, tout près de la Dunière, super territoire de chasse à l'ornial, avec du clabard, la cuisine, tout. Les gars ont dû mettre 25 000 $ là-dessus. Puis la seule raison, la seule condition qu'ils m'ont dit qu'ils sortiraient, c'est si j'achète le chalet. Avec la suggestion de ne pas me pointer là en période de chasse parce que je pourrais être victime d'un accident de chasse. Fait que, c'est les reportages comme vous avez vu à Radio-Canada, des chasseurs agressifs, là, ont un deux pieds dedans. Mais là, je viens de vous parler d'un territoire qui est à côté de la Dunière, puis un autre qui est à côté d'un des meilleurs territoires de chasse, le ZEC Bas-Saint-Laurent battu des records cette année, là, toutes catégories confondues. Donc, c'est fini pour la mise en contexte, mais vous allez comprendre que c'est important. Retour sur les grands principes économiques. Les analyses économiques projettent dans le futur, particulièrement en foresterie. Le temps, c'est de l'argent. Ça joue toujours contre nous. Le fait que nous préférons toujours bénéficier d'un montant d'argent aujourd'hui, à moins que des intérêts nous soient versés pour compenser l'effet d'attente. C'est le principe même de la finance. Il n'existe aussi aucune certitude quant à la réalisation future des forêts aménagées. Au Bas-Saint-Laurent, il y a 40 ans, il n'y avait pas de structure industrielle qui valorisait le tremble. On ne l'a pas aménagé, le tremble, il nous a été imposé par les colons. Les feux de bêtes. Puis heureusement, les producteurs forestiers se sont pris en main, ils sont impliqués dans la transformation. Pour aujourd'hui, on le valorise avec profit. La référence économique, la valeur actualisée nette, c'est la valeur qui permet de comparer dans le temps des sommes d'argent disponibles à des années différentes. Dollar constant, on ne tient pas compte de l'inflation. Donc, les principaux facteurs qui influencent la vente en foresterie, bien, nécessairement, c'est le prix escompté pour les bois, les coûts de récolte et d'aménagement, le rendement exigé, le taux de rendement interne, on a figuré à l'époque je pense 3,5 %. Le temps, la vente n'est pas très patiente, comme je viens de vous dire, les intérêts courts, la plus-value escomptée pour le gros bois, ce que le fait de patienter génère, encore là, il faut attendre qu'ils grossissent, notamment avec l'éclaircie commerciale traditionnelle, les pertes de volume, ceux qu'on a mis des décennies à créer et qu'on laisse perdre trop souvent. Beaucoup de bois se perdent au Bas-Saint-Laurent, comme un peu partout au Québec, surtout dans notre approche de calcul de rendement soutenu. Le moment d'intervention, puis les revenus escomptés à l'éclaircie commerciale. Je vais surtout insister sur la deuxième partie de l'étude de 2008, la situation actuelle, la situation qui me concerne, où une aide financière, où j'ai accès à des aides financières équivalent à 80 % du coût réel. Je vais faire un petit parenthèse sur le niveau sociétal avec les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure. Rapidement, ce qu'on a analysé, les scénarios, c'est
une régénération naturelle mixte et le choix qu'il fallait faire après une coupe. Est-ce qu'on y va avec une régénération artificielle? Est-ce qu'on y va avec la régénération naturelle? À l'éclaircie pré-commerciale, est-ce qu'on influence la structure pour l'amener vers une composition mixte, résineuse ou encore feuillet intolérant? Est-ce qu'on fait l'éclaircie commerciale ou est-ce qu'on va vers la coupe finale? Et on compare au scénario où on ne fait rien. Le reboisement en épinette blanche, il fallait rentrer des paramètres dans l'équation. Vous avez les hypothèses. Je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai réuni une équipe de forestiers du Bas-Saint-Laurent, forêt privée, qui sont à peu près les plus allumés. Je m'excuse pour certains confrères du Bas-Saint-Laurent qui pourraient être en arrière de leur ordinateur. Voici les hypothèses pour le reboisement d'à peu près 10 ans. 2000 tiges à l'hectare, 250 m3 à l'hectare à 50 ans, un éclaircie commercial à 30 ans, avec récupération de volume à 15 ans, ce qu'on sait être incertain, voire improbable avec les résultats récents. On était très optimiste à ce point de vue-là. Ceux de la régénération naturelle mixte qu'on retrouve fréquemment quand on coupe nous autres, puis dès qu'il y a un peu de trempe dans le peuplement, ça drageonne. En tout cas, vous connaissez la dynamique de régénération du trempe. Il ne suffit pas qu'il y en ait beaucoup dans le peuplement pour qu'il y ait énormément de drageons. Ça fait que c'est des situations qu'on rencontrait fréquemment, raison pour laquelle on l'a étudié. Mix à peuplier faux trempe de plus ou moins 15 ans, les hypothèses. 10 000 tiges à l'hectare, 250 m3 à l'hectare à 60 ans. Et l'arrivée très tardive et opprimée de volume marchand résineux sous couvert de trempe, ce qui est illustré ici. Bon, comparaison, ma parenthèse, sur les analyses au niveau sociétal. On va aller l'encadrer, très important. Sur la base de la valeur résiduelle, donc, il n'y a pas de rente salariale là-dedans. Il n'y a pas de rente de variation de qualité ou autre considérant, j'appelais ça de retombées économiques, donc uniquement sur la base des coûts et de revenus. Ce qu'on a fait, on avait tantôt une valeur résiduelle dans la cour d'usine. On a tout simplement ramené ça à la souche en additionnant, en soustrayant un volume, pas un volume, un coût de transport moyen. Et on a mis les mêmes hypothèses, donc de coûts, les scénarios sylvicoles versus les revenus, incluant les profits. Ce qu'on constate, c'est que l'aménagement en Tremblay, avec les valeurs qu'on avait vues tantôt, 50% plus élevées, ben, c'est de loin le plus profitable, alors qu'il y a absence marquée de profitabilité pour le reboisement, avec les coûts et les revenus que je vous ai présentés. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de retombées économiques avec le reboisement, c'est évident. Avec tous les traitements, les scénarios que je vous ai dit tantôt, c'est surtout des semaines de travail. Quand on compare ça à un seul éclairci pré-commercial à 1000 pièces l'hectare, on est à demi-semaine-homme. On n'a pas les mêmes retombées. Mais moi, comme propriétaire, c'est la profitabilité qui m'intéresse. Je ne suis pas insensible à la création d'emplois, mais je ne reboiserai pas pour créer des emplois si ce n'est pas profitable pour moi de le faire. On a même vérifié si on doublait la valeur des produits, si on vendait nos produits 2 fois plus cher, notre bois 2 fois plus cher, le résineux, le reboisement est encore négatif. Maintenant, la question reboiser ou éduquer la régénération naturelle. Aménager la régénération naturelle est plus profitable que de reboiser. C'est évident. Bien que l'accroissement de la vanne en reboisement soit plus rapide, ce gain-là ne compense pas le coût élevé de la remise en production pour le reboisement. Par rapport à un EPC qui va coûter 1000 $ versus un reboisement qui va en coûter 6500. Jusqu'à quel stocking minimum en résineux? Ce qu'on a trouvé, c'est 60% de stocking, soit à peu près 1500 tiges résineuses en devenir non éclaircies. À ce niveau-là, c'est presque aussi profitable que d'investir 20% d'un reboisement. Résultat-là, on est à peu près au même niveau de valeur actualisée nette. Seulement, si l'État,
si le reboisement, c'est rentable pour elle, payait 100% des travaux, ben, c'est plus intéressant de reboiser. Mais puisqu'on est à 80%, que moi et mon organisation, pour être franc, le 20% est absorbé en partie par l'organisation et le propriétaire. Pour l'organisation, souvent, c'est une façon de verser, mais bon, peut-être pas, mais c'est une façon de verser des dividendes à le producteur. Parce que comme propriétaire, actionnaire d'une organisation de gestion commune, il n'y a pas de dividendes qui sont versés. La façon de le faire, c'est souvent en absorbant une partie du 20%. À prix comparable pour le tremble et le résineux, voici ce que ça donne. Je vous disais tantôt qu'on était, depuis 10 ans, on oscille entre 90 et 100% du prix versé pour le tremble par rapport au résineux. Donc, nécessairement, l'aménagement en Tremblay est plus profitable. On compare des valeurs actualisées nettes, 2300 par rapport à 1700, c'est 35%. Là, je suis à équivalence, si je suis à 94%, je devrais être 25%, 25-30% plus profitable en termes de valeur actualisée nette. À quel niveau de prix escompté pour le tremble, la vente devient plus comparable parce qu'il faut essayer de faire des projections futures. À quel niveau j'ai pris une mauvaise décision ou pas? La réponse, c'est 85% du prix du prix du résineux pour le tremble. Les vannes, les valeurs actualisées nettes deviennent similaires. Je rappelle que depuis 10 ans, on oscille entre 90 et 100%. Les chances que ça baisse en bas de 85%, dans ma connaissance du développement de cette industrie-là, sont relativement faibles. À quel niveau de prix l'aménagement en tremble devient intéressant en comparaison du reboisement? C'est à 75% du prix, l'équivalent du prix payé pour le sapin épineux. Donc, même si le prix du tremble baissait à 75%, c'est encore plus profitable d'aménager en Tremblay que de reboiser. Seulement à 80%. Si l'État, parce qu'elle juge que c'est profitable pour elle, décide de payer 100%, là, ça change la donne. Si on laissait aller maintenant ce peuplement mixte dense-là de plus ou moins 10 000 tiges à l'hectare, ce serait la pire décision qu'on pourrait prendre. Regardez la faible évolution de la vente. Comparez-les aux valeurs actualisées nettes que j'obtiens aussitôt qu'à 35-40 ans. Si je fais un seul éclairci pré-commercial, si j'investis 1000 pièces l'hectare. Moi, quand je fais un EPC, c'est pas pour générer du plus gros bois, c'est pour générer des bois marchands plus tôt et permettre une récolte plus hâtive. Si je laisse aller, c'est vers ça que je m'en vais. Puis ça, ben, c'est un sérieux problème de récolter là-dedans. J'ai 175 mètres cubes à l'hectare de 30. Je ne peux pas abandonner ça à sa naissance. Là. Si j'abandonne ça à sa naissance, mon résidu va continuer de végéter. Je serai plus capable de valoriser mon tremble. Puis pendant les 50 prochaines années, il ne se passera plus rien. Ça va être du tremble qui végète, qui dépérit avec du résineux qui a de la misère à devenir marchand qui est opprimé. Ça fait qu'il faut absolument éviter de s'en aller vers là. Puis un seul éclairci pré-commercial a ce pouvoir-là. Il faut l'envisager dans cette perspective. Si on ne fait pas ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis on a des sérieux problèmes. Donc, vous devinez que ce que me recommande les considérants strictement économiques, c'est de faire ça. C'est d'aller à l'opposé de l'aménagement écosystémique. C'est pour ça que les analyses économiques, c'est pas la panacée. Il faut mettre un peu de génie là-dedans. Je ne me suis pas contraint à faire ça. Même si je faisais ça, je ferais un bon coup. Ce serait rentable pour moi. Et d'un, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de normes qui me permettent de faire ça. Mais ce serait une décision économique qui tient à vous. Maintenant, comme forestier, qui connaît bien la dynamique de succession végétale, puis qui sait que le résineux n'est pas là pour rien, parce que dans la dynamique de succession, il prend la place nécessairement
je le fais pas. C'est là qu'on a essayé de mettre un peu de génie là-dedans, de faire des recherches, d'essayer de trouver un compromis. Rentabilité économique, aménagement acoustique. C'est ce que ça a donné. Un EPC, un éclairci précommercial à 2 étages ou à multicorps. Encore là, c'est un traitement qui n'existe pas. Cherchez-le pas. Je l'explique. C'est une approche qui est simplifiée. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on garde un étage de résineux, un étage de trame. On dégage les trames entre eux autres, peut-être entre 5 et 700. Peut-être se rendre à 1000, mais on va pas mal opprimer nos résineux sous couvert. Nos résineux, c'est nécessairement du sapin. Il ne mourra pas. Il va survivre. Il est tolérant à l'ombre. Il va s'installer sous couvert. Mon couvert de trame jusqu'à l'éclaircie commerciale va être capable de protéger un petit peu ma régénération contre la tordeuse. J'arrive à l'éclaircie commerciale à 35 ans, très rentable. 125, 150 mètres cubes à l'hectare de 30. Je dégage mon résineux sous couvert. Il va être assez haut pour faire ombrage à mes drageons de 30. Donc, je m'en vais dans le sens de l'aménagement écosystémique, de la dynamique de succession végétale. Je ne serai pas inéquoyenne, mais je vais être étagé. Encore là, on sait que la forêt naturelle était beaucoup plus étagée. Et j'aurais fait un investissement très rentable parce que mon résineux, 15-20 ans après la récolte de mon trame, va aussi me ramener des volumes marchands et des possibilités. Encore là, c'est pas, des noms. J'aimerais ça que ça le soit. J'invite fortement à ce que ça le devienne. Je vais avoir des traitements que je vais pouvoir faire prochainement. J'ai discuté avec l'agence. On va être capable, je suis capable de tordre les normes un petit peu pour réussir à faire l'équivalent, mais je ne devrais pas être obligé de faire ça. On devrait être capable de s'enlever nos paradigmes, d'avoir assez d'ouverture pour dire, écoute, ça fait du bon sens. Pourquoi c'est fait qu'on ne le fait pas? C'est comme si on était capable, c'est comme si on était incapable de décider de contribuer à opprimer un résineux. C'est ça que ça fait. On accepte que du tremble vienne opprimer quelques années un résineux. Mais il ne meurt pas. C'est économique, c'est rentable à faire. Pas partout au Québec. Là. Je comprends que c'est pour ça que je vous disais tantôt, le contexte forestier est important. Je suis au Bas-Saint-Laurent. Dans la région du Québec, le tremble, on ne sait pas quoi faire avec, il n'y a même pas de structure industrielle pour le valoriser. Notre approche mur à mur, nous autres, là, on la vit comme si le tremble était un mauvais herbe et qu'on n'avait pas de structure industrielle, alors qu'on a tout avantage à le valoriser. On n'a plus d'aide à la coupe de succession. Le précombe de tremble, ce que je vous ai montré tantôt, je ne peux pas en faire non plus. Parce que je peux en faire un remboursement de taxes foncières, mais un remboursement de taxes avec 1000, 2000 pièces l'hectare, tu vas faire 1 hectare ou 2 par année, c'est ridicule. Mais c'est comme ça. Éclaircir mes plantations. Ça a été l'objet d'une réflexion de ma part. On avait prévu à l'époque 50 mètres cubes à hectare. C'est sûr que ça génère des revenus plus tôt. On avait prévu, comme je vous ai dit, la récupération des volumes en 15 ans, ce qui est moins évident. Je vous dirais qu'à une époque, j'en ai fait, parce que j'en ai, qui était prête. J'en ai fait, il ne me restait rien. La première fois que je l'ai fait, il ne me restait rien. Ça allait à la biomasse forestière parce que l'industrie du résineux ne voulait pas la faire. Là, récemment, on est dans un marché, 4 pouces, au fin bout de 9 pieds. J'hésite à le faire parce que quand je rentre là-dedans, il y a beaucoup de tiges que j'abats, beaucoup de volume que je ne récupère pas parce qu'il ne fait pas 4 pouces au fin bout et 9 pieds. C'est pas vrai que c'est tous des arbres qui seraient morts, qui auraient mort naturellement parce qu'ils opprimés dans la dynamique de croissance de ma plantation. Donc, j'hypothèque mon rendement quand je fais ça pour ne pas avoir grand-chose. Le revenu que j'aurais aujourd'hui pour ce bois-là, il ne paye pas cher. Et tout ça pour faire un traitement qui va me permettre de répartir ma croissance sur moins de tiges qui vont devenir plus grosses, qui vont prendre un certain temps à devenir plus grosses, des tiges que je ne vendrai pas beaucoup plus cher dans le contexte actuel. Je suis venu à la conclusion que tant que je ne pourrai pas percevoir des augmentations significatives pour du plus gros bois, puis je ne vois pas comment dans la structure industrielle, où on valorise surtout du bois d'œuvre, 2 par 4, 2 par 6,
dans le résineux, je ne vois pas le jour où ça va avoir la peine de produire du gros pot. Donc, malgré le fait que j'ai au-delà de 40 hectares qui est prêt à l'éclaircie commerciale, je ne le ferai pas. Je vais atteindre mon potentiel de toute façon. Mon 250-300 mètres cubes, je vais l'atteindre. Il va être juste sur des tiges plus petites que je vais vendre au même prix. Récupérer quand? Ben, c'est sûr que tous mes peuplements mixtes sont âgés actuellement, mais dans le futur, j'envisage récolter mes peuplements aussitôt qu'à 35-40 ans pour le 30 et à partir de 45 ans pour le résident. C'est pas c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans notre perception, mais quand on fait des analyses économiques, pour moi, c'est une évidence. Calculer 3 révolutions, vous le voyez, là, la valeur actualisée nette que ça donne à 50 ans. Calculer 3 révolutions de 50 ans versus 2 de 75. Donc, à peu près à ces niveaux-là. Bien plus rentable d'envisager 3 révolutions de 50 ans que 2 révolutions de 75 ans. Donc, il considérait une rentabilité économique, nous suggère d'intervenir tôt, puis c'est tout à fait légitimé de le faire. Je ne vous dis pas que demain matin, il y a d'autres considérations, des considérations de maintien de vieilles forêts, des considérations phoniques là-dedans. Mais dans bien des cas, récolter tôt, ce n'est pas un péché. Récolter avant la maturité physiologique, ce n'est pas un péché. C'est rentable de faire ça. Bon, je vois que mes priorités, j'achève. Ce ne sera pas long. Priorité, mais c'est sûr, c'est récolter les bois lorsqu'ils sont matures ou menacés de perdition. Puis le faire aussi, comme je viens de vous le dire, récolter plus tôt. Je ne veux pas attendre qu'il y ait de la mortalité dans mes peuplements de TBE, que je discute avec mes confrères parce que je ne peux pas m'auto-prescrire. J'ai un cas à Sainte-Marguerite où j'ai un peuplement de 40 ans. Ça fait 2 années de mortalité. J'ai de la misère à aller chercher ma prescription. Pourtant, ça, même si mon entrepreneur ne veut pas retourner mes appels, je ne laisserai pas aller un capital qui a mis 175 mètres cubes d'hectare, qui a mis 75 ans à se créer pour ne pas briser de la régénération résineuse. J'ai plus d'aide. Je vous montrais bien des traitements. Je ne serais pas gêné de vous montrer des traitements que j'ai faits il y a 10-15 ans en couple de succession. On dirait que je n'ai pas coupé de bois. C'est super. Mais je ne vous montrerai pas celui-là quand je vais avoir rentré sans aide financière. Je ne gagnerai pas de mérite forestier avec ça. Mais je vais récupérer mon bois. Le deuxième, c'est sûr, c'est la plantation de peuplier hybride. C'est sûr. Je ne l'ai pas calculé, mais c'est probablement le traitement le plus rentable économiquement qu'on peut faire. Je comprends les domtards, je comprends les Norimpact de ce monde de faire de la plantation de peuplier hybride. Écoutez, on a des rendements espérés de 225 mètres cubes à l'hectare en 15 ans. En finance, vous venez de le voir, l'effet du temps. Une croissance 7 fois plus rapide qu'en peuplement naturel. Des volumes et revenus 4 fois plus tôt qu'en peuplement naturel, 15 ans par rapport à 60 ans. Une quasi-équivalence de prix dans mon cas pour ces bois-là. C'est évident. J'en ai à Sainte-Marguerite. Puis là, je suis pris, j'ai d'autres champs que je ne suis pas capable de reboiser parce que les syndicats de secteur m'empêchent de le faire. Je ne cultive pas mes terres, mais je ne peux pas les reboiser parce que c'est zoné agricole. Mais je ne lâcherai pas parce que, comme je vous dis, c'est probablement le traitement sylvicole le plus rentable. Je vais aussi gérer systématiquement la densité des peuplements. Pas tellement, je viens de vous le dire, pas tellement pour faire du bois plus gros, parce que je ne veux pas arriver à ça. Puis je veux avoir accès à ça. Je n'aurais pas accès à ça si je ne fais rien. Donc, dans le scénario de rien faire, dans le scénario de référence, quand on fait des analyses économiques, il faut faire attention. Si tu ne fais rien, tu t'en vas vers ça, au Bas-Saint-Laurent. Si tu fais quelque chose, tu t'en vas là. 1000 pièces l'hectare, pas grand-chose. Puis ça, ben, comme je vous dis, je n'ai plus d'aide financière pour le faire. Je ne peux pas faire un éclairci précommercial de 30. J'ai le remboursement de taxes foncières, mais c'est rien. Donc, pourtant, ce serait pour la décision la plus rentable. Priorité 3, ben,
c'est la même chose. Ce que je voulais vous illustrer. Regardez, là, je viens de vous parler du précom de 30. Regardez, à peu près à 22 ans. Ce populaire-là a 22 ans. Il a eu son précom. Il a presque 5 cm au DHP, mais c'est au hauteur du niveau de la neige, parce qu'il y a 4 pieds de neige. Excusez. Puis il faut reconnaître aussi qu'il y a de la place pour un sous-étage de résineux. Une logique forestière puis écosystémique à faire ça. Et ce que je viens de parler, l'éclaircie préconventionnelle à 2 étages, c'est pas des normes. Je peux tordre les normes, mais c'est pas l'idéal. Idéalement, il faudrait qu'il soit dedans. Il faudrait qu'il y ait un taux reconnu pour ce traitement. Dernier point, non le moins, éclaircir avec l'objectif de régénérer. C'est mes plantations que je vous parlais tout à l'heure. Ce que je vais faire dedans, c'est une coupe progressive de régénération. À 33 ans, à 40, une quarantaine d'hectares. Ça pour éviter de reboiser à nouveau. Et devoir lutter intensivement et avec une débroussailleuse, et avec moins d'opérateurs, contre une végétation envahissante. Parce que quand tu coupes total, tu reboises, mais tu prépares le terrain, tu brosses le sol, framboisier, zépilobe, ça embarque là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du débroussaillage dans le framboisier. Moi, j'essaie ça. Après une demi-journée, 3 douzaines de plants bottés, j'ai crissé à la débroussailleuse dans un pick-up, puis plus jamais retouché ça. Ça, c'est le territoire qui est à côté de. C'est un territoire qui est à côté de la ZEC-CASO, le meilleur territoire de chasse. C'est là que s'est fait le reportage de Radio-Canada sur les chasseurs agressifs. Dans ma plantation actuellement, ça ne mange pas d'épinette à l'ornial. L'ornial fait juste passer. J'aurais voulu le vendre pour la chasse. C'est ça que je veux faire prochainement, parce que c'est eux autres qui vont reconnaître la pleine valeur. Il n'est même pas intéressant. Je n'ai pas d'éclaircie, j'ai rien, j'ai pas de bouffe. Puis on voit des pistes partout, mais on ne voit pas d'ornial. Donc, pour moi, c'est une approche. Ce que je vais faire, je vais nécessairement éclaircir beaucoup plus. Je vais créer des trouées. Je vais demander à ma machine de brasser le sol. Quand mon porteur va arriver, je lui demande avec le bout de sa machine, là, avec ses piles, de créer des microsites pour favoriser l'épinette. Je vais créer des ouvertures pour que le tram se régénère. Et après ça, je vous dirais pour moi que c'est une approche qui concilie rentabilité économique, difficulté de lutte contre la végétation envahissante, et maintien, voire augmentation de la valeur de ma propriété. Parce qu'après ça, quand je vais le vendre, je vais le vendre plus cher que ce que je pourrais vendre comme, à des producteurs de bois avec la plantation que j'ai. C'est une approche. Voyez-vous, quand on fait une analyse globale, je vais tirer profit de ma propriété pour la production de bois. Je vais leur vendre à des chasseurs à gros prix avec beaucoup plus d'intérêt pour la chasse, beaucoup plus de fréquentation d'orneaux parce que je vais avoir du fruit intolérant plutôt qu'avoir juste de l'épinette. Ça que je vous remercie. Je vois des faces perplexes. Je m'y attendais. Je ne vois pas ça en arrière des écrans. Je sais qu'il y a aussi des gens qui se grattent la tête. Mais je vois vos questions, vos commentaires. Les chiffres sont là. Les analyses sont là. C'est sûr que les analyses de rentabilité économique, de rentabilité financière, c'est des coûts versus les revenus. On ne peut pas considérer le revenu de travailleur, le revenu d'entrepreneur, leur profit, les revenus pour l'État. On n'est pas là. Mais au niveau de propriétaire, moi, ça me permet définitivement de prendre mes décisions, puis je pense de prendre des décisions éclairées. C'est pour ça que je considère qu'on a grandement besoin de plus d'analyse économique dans nos scénarios, mais il faut être conscient que ce n'est pas une panacée. Vous allez être surpris des résultats, comme je l'ai été, quand vous allez faire vos analyses. Merci. C'est une formidable démonstration de l'imagination au pouvoir. Oui, utiliser l'économique, bien sûr, mais dans ce témoignage-là, il y a la proximité du terrain, la connaissance des possibles. Le tremble, c'est pas une nuisance, c'est un peu ça le message, là. Quand on connaît son terrain, on peut imaginer des interventions sylvicoles sur mesure. Et si j'ai bien compris, là, dans ce cas-là, le mur à mur,
à l'échelle du Québec n'ont pas besoin de ça. C'est contre-productif. Tout à fait. Bon. Écoutez, on est un peu en retard, mais je vais oser laisser l'occasion à certains d'entre vous de poser 2-3 questions. De toute façon, à la table ronde, François va participer et on aura l'occasion de creuser tout ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions? Oui, monsieur? Oui, en fait, juste une question sur la question du peuplier hybride. Vous dites que c'est le plus rentable parce que il y a un flux rentable à 15 ans, c'est très rentable, mais est-ce que c'est en considérant le fait que le financement est public finalement? C'est-à-dire que ce n'est pas un financement privé. Non, on considère que le financement. Ben, et d'un, je n'ai pas fait l'analyse économique, mais je devine, puis je n'ai pas besoin de la faire. Il faudrait juste la rentrer dans le modèle. Mais c'est sûr que ça prend un financement public. Si j'ai 10 ou 12 000 piastres à l'hectare à investir là-dedans, de ma poche, je ne suis pas sûr que je n'ai pas un meilleur rendement en investissant ailleurs. Mais effectivement, c'est pas tout du privé, c'est sûr. Ça passe par là. Merci. Bonjour, Pierre Cadorette, je suis conseiller forestier en Chaudière-Appalaches, technicien forestier. Ça fait longtemps que je participe à exécuter des travaux, je m'excuse. Le PC dans le tram, nous autres dans Appalaches et de chemin, j'ai pas remarqué des résultats si top que ça. J'ai pas fait beaucoup de PC de tremble. Définitivement parce que la valeur du tram, pour nous, du point de vue de la structure industrielle, vous avez raison, c'est ça qui détermine, les gens pensaient dire on le laisse aller, il pousse, t'as fait une lumière, puis go, il va être quand même productif. Mais en EPC, je peux, sur 20 ans, d'avoir fait peut-être, c'est minuscule, peut-être 4-5, mais j'ai jamais été épaté du résultat. Souvent, le tram se dégradait, insolait, faisait l'orignal vargeait dedans après un peu. J'ai pas trouvé des résultats comme l'image que vous nous avez présentée. Est-ce que vous, c'est toujours top? Tu le faisais à quelle hauteur? Du 4 mètres, 5 mètres, 4-5 mètres. Faut pas trop jeune. Faut attendre, effectivement, au moins à 4-5 mètres. Non, moi, on a fait plusieurs. Puis on a fait plusieurs au Bas-Saint-Laurent. Super de beaux traitements. C'est sûr que c'est plus vulnérable au verglas. Si tu as des grosses saisons de verglas avant qu'il ait pris son tonus, plus de chance, malgré que toutes les plantations sont vulnérables au verglas, surtout à croissance rapide, ils ont plus tendance à casser. Mais autrement, là, super de résultats. Puis, ce qu'on voyait dans les courbes, tantôt, je vous montrais à 22 ans, là, on peut comprendre que dans 15 ans, il est déjà en volume marchand. 15 ans après, ça a été fait il y a 10 ans passés, ce que je vous ai présenté. Tu voyais l'image. Très, très intéressant comme traitement. Okay. C'est pour ça que je vous demandais si c'était mur à mur, si on n'est pas basé sur une recherche de site exact, si ça réagit aussi bien. On a fait, parce qu'avant le changement de la grille, on avait des aides financières pour ça. Maintenant, ils ont été abolis pour la précom de trame. Fait qu'il s'en est fait beaucoup. Puis, à chaque fois, les résultats sont probants en ce qui me concerne. Ce que j'ai vu. Alors, ce serait une belle occasion pour un projet de recherche. C'est ce que j'en déduis, M. Cadorette. Écoutez, on va prendre une petite pause.